tout d'abord, je voudrais vous dire que ce n'est pas un cours. Ce webinaire est pour moi simplement une réflexion. Une réflexion de ce que j'ai appris, une réflexion de ce que mes expériences m'ont apporté. Et ces expériences sont des expériences livresques, en tout cas en partie, des expériences de formation que j'ai suivies, d'ateliers et je dirais, d'expériences un petit peu spéciales, puisque j'ai eu l'occasion d'aller en ashram et de prendre un moment d'intériorité. Donc, je partagerai ces expériences, et pas comme leçon pour vous, mais comme modèle de leçon pour soi, parce que je crois que nous avons toujours à apprendre. Et donc, nous allons aujourd'hui vous parler de Gaëtan. Merci. Donc, je vous ferai une petite intro sur la pleine conscience, suivie de... Donc, on peut dérouler cette première dia. Je vous rappellerai la définition du coaching comme promis, suivi de pas de coaching sans objectif et l'importance des objectifs en coaching. Je vous montrerai un modèle des 6 regards autocritiques du coach. Je vous parlerai de développer la vigilance en coaching. Et puis, il y aura les questions-réponses. Alors, par rapport à la pleine conscience en coaching, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui téléphone à un de ses amis. Et il lui dit, tu sais pas quoi, hier j'ai lu un article dans le journal, c'était horrible. Il faut dire que cet homme a un petit penchant pour la bouteille. Et il dit à son ami, j'ai lu les méfaits de l'alcool sur le cerveau. Alors c'est épouvantable tout ce qu'ils ont écrit. La bière, ça va parce que c'est 4 degrés, mais les vins, ça commence à 11 jusqu'à 15 degrés. Et puis tu as les apéritifs, et puis l'horreur, les alcools comme j'adore, le whisky et tout ça. Il y en a qui vont jusqu'à 40 degrés. Il paraît que ça casse les neurones. Il paraît que ça provoque des thromboses. On a des accidents vasculaires, un truc comme ça. Il y a des problèmes de cœur. Enfin, c'était horrible, horrible, horrible. Et moi, ça m'a tellement découragé, démoralisé. J'ai vraiment pris une décision extrêmement importante. Et ça me sape tellement le moral, tout ça. À partir de demain, j'arrête de lire. Alors peut-être que vous avez souri ou même ri, et ce serait normal parce que ça fait du bien d'abord de rire, on n'a pas tellement l'occasion pour le moment, mais surtout parce que on aime bien un petit peu aussi rire du malheur des autres. Mais si on regarde, c'est pas si drôle que ça comme histoire, c'est plutôt pathétique, parce que est-ce que ce n'est pas le reflet de ce que nous faisons parfois dans la vie, qui est de prendre soit des mauvaises décisions, soit de prendre des décisions basées sur des mauvaises observations. Et moi, donc, ça me rappelle un livre qui m'a passionné dans ma jeunesse, qui était Le phénomène humain de Teilhard de Chardin. Et une phrase clé est « Rien n'est plus difficile à comprendre et à concevoir pour soi que ce qui devrait nous crever les yeux. » Comme vous le savez, nous voyons souvent la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre dans notre propre œil. Et donc, je ne vais pas vous parler longuement de pleine conscience pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je ne suis pas formateur en pleine conscience, je n'ai absolument pas l'expérience qu'il faut non plus, mais je vous invite à vraiment vous renseigner sur les formations. Bon, moi, je suis assez copain avec quelqu'un qui s'appelle Ilios Kotsou et qui dirige l'Institut Émergence, où il y a plusieurs programmes de pleine conscience. Et je crois que c'est vraiment une expérience extrêmement importante et enrichissante. Et je vais vous dire pourquoi dans les moments qui suivent.
Donc, la pleine conscience a été développée par Kabat-Zinn et sa définition, c'est l'attention objective, intentionnellement accordée à l'instant présent. Donc, c'est être dans l'instant présent et vraiment et décider d'être neutre et objectif dans ce que nous observons. Donc, ceci n'est pas vraiment quelque chose que nous faisons naturellement. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Kabat-Zinn est professeur émérite à l'école de médecine à l'université de Massachusetts. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a 4 pratiques à mettre en pratique, à appliquer, pour pouvoir appliquer les bases de la pleine conscience. La première chose, c'est de développer notre perception. Dans notre civilisation occidentale, on est beaucoup dans la pensée, dans l'intellectuel, et donc nous avons là à peu près un tiers des informations qui sont intéressantes. Il y a 2 autres domaines qui sont extrêmement importants, ce sont nos émotions. Nos émotions sont la source je dirais, de notre passion, de nos actions, et je suis très content de voir que la prochaine personne qui fera le webinaire parlera des émotions parce que c'est le moteur de notre action. Et donc, prendre l'habitude d'aller explorer nos émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qu'il y a là derrière, qu'est-ce que c'est le signal de quoi ce qui est en train de se passer au niveau émotionnel. Et le troisième niveau, c'est le niveau du corps, c'est le niveau des sensations, c'est de vraiment se rendre compte que ce que je sens dans mon corps, mes émotions et mes pensées, tout ça est lié et va influencer mes actions. Et donc, si je suis tendu dans mon corps, si j'ai des douleurs quelque part, c'est le reflet de quelque chose. Et donc, je vous invite à commencer à observer ça, mais comme le dit Kabat-Zinn, c'est observer ça sans vous laisser emporter ou sans vous laisser submerger. Un exemple en coaching serait quand il y a quelqu'un qui vient en coaching et qui vient vous parler d'un sujet extrêmement fort émotionnellement, c'est de l'écouter avec beaucoup d'empathie et de compassion, mais de ne pas vous laisser submerger par ces émotions parce que vous ne serez absolument d'aucune aide. Donc, première action, c'est d'apprendre à développer nos qualités de perception, observer nos pensées, nos émotions et nos sensations. La deuxième chose, la deuxième volet, c'est apprendre à accepter. Donc, c'est j'accepte mes émotions, mes sensations et mes pensées telles quelles, et c'est là que ça commence à être intéressant, sans jugement ni évaluation. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, j'ai pas toujours été tolérant avec moi-même et j'ai souvent été un juge extrêmement sévère quand je n'étais pas parfait, quand j'avais des idées pas bien, quand je critiquais, quand j'avais honte de quelque chose. Donc, si je n'étais pas exactement comme je considérais qu'il fallait que je sois, eh bien, je me jugeais. Et tout le monde sait que quand on est jugé, eh bien, on finit par avoir peur du jugement. Et quand on a peur du jugement, eh bien, on est bloqué et on ne peut pas avancer dans l'action. Donc, accepter les pensées des autres, accepter mes pensées, accepter mes émotions et celles des autres, accepter ce que je ressens. Si je suis tendu et si j'ai une boule au ventre, eh bien, je l'ai ressenti, je l'accepte simplement parce que cette boule, elle me dit quelque chose. Donc, deuxième volet de la pleine conscience, c'est cette acceptation de ce qui est. La troisième action, c'est de se recentrer. À partir du moment où j'ai perçu et j'ai accepté ce qui se passe en moi, c'est je me recentre. Alors comment est-ce que je me recentre? Eh bien, je respire.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux d'entre vous qui ont passé des examens, moi, il y avait quelques examens où j'étais pas toujours aussi bien préparé que d'autres, et j'avais une boule dans le ventre avant de passer mes examens. Et heureusement, par le sport que j'avais fait dans ma vie, j'avais appris que quand il y avait du stress, la meilleure façon de lâcher son stress, c'était la respiration. C'est ce que nous apprend d'ailleurs la sophrologie. Et donc, c'est vraiment quand on ressent une boule, quand on ressent quelque chose, c'est l'accepter, rentrer dedans et faire l'une ou l'autre profonde respiration pour se relâcher et se recentrer. Et la quatrième étape, eh bien, c'est pratiquer la méditation pour se recentrer sur l'être plutôt que sur l'action. Souvent, nous pensons agir, agir, agir parce que c'est dans notre civilisation actuelle quelque chose qui nous est demandé. Et nous avons des objectifs et des résultats qu'il faut atteindre et on est beaucoup à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et ce n'est pas une critique et un jugement parce que j'ai fait ça pendant des années. Et pendant des années, j'étais toujours à qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et je n'étais pas du tout centré sur l'être, ni l'être de l'autre, mais encore moins le mien. Encore moins le mien. Je n'avais pas conscience de mon être intérieur, de ma vie intérieure et de combien ça pouvait être bien de développer l'être. Un de mes critères maintenant, c'est je sais que je suis bien avec quelqu'un quand je peux être longtemps avec cette personne en silence, sans rien faire. Donc ça, ce sont les 4 bases de la pleine conscience. Et je crois que ce sont les bases, en tout cas, clairement les 3 premières dans le coaching. Et le 4e peut être une aide, je dirais, qui va nous permettre de développer notre pratique. Mais pendant la session de coaching, développer nos perceptions, l'acceptation des choses et se recentrer dans le moment présent de façon objective, c'est vraiment quelque chose à développer. Et donc, le thème de ce sujet, vous savez que la pleine conscience s'est énormément développée ces dernières années, et je m'en réjouis, mais c'est une des compétences d'ICF, hein, c'est accroître le champ de conscience et accroître le champ de conscience de notre coaché. Mais comment voulons-nous accroître le champ de conscience de notre coaché si nous n'avons pas accru le nôtre? On dit toujours il faut d'abord balayer devant sa porte et donc apprendre à développer notre champ de conscience pour permettre de voir ce qui se passe à plusieurs niveaux et j'en reparlerai dans les 6 regards autocritiques. Donc, la définition du coaching tel que nous l'avait donné ICF, c'est le coaching est un partenariat qui met l'emphase sur l'action que nos clients ont l'intention de prendre pour réaliser leur vision, leur but et leur désir. Tu peux continuer? Merci. Le coaching suscite des questionnements qui amènent les clients à la découverte d'eux-mêmes, ce qui hausse leur niveau de perception et de responsabilité. Ceux-ci bénéficient d'une structure d'accompagnement, de soutien et d'une précieuse source de rétroaction. Le processus de coaching aide les clients à définir et à atteindre leurs buts professionnels et personnels plus rapidement et plus facilement qu'il en serait possible sans l'intervention d'un coach. Et il y a donc différents types de coaching, donc différents types de coach. Nous vous invitons à lire les différences entre les objectifs poursuivis dans chaque cas. Donc, ceci est une définition d'ICF. Si vous voulez en voir d'autres, il y a un livre français de François Délivré qui est le métier de coach qui donne d'autres définitions. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi peut-être que
vous en lisiez plusieurs pour vous voir celle qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien la définition d'ICF, et comme je suis rattaché à ICF, eh bien, j'aime bien ne pas recréer la roue. Alors, cette définition d'ICF, elle me plaît parce qu'elle reprend beaucoup de choses, qui est notamment la notion de partenariat, et que nous sommes là en tant que coach pour aider notre coaché à réaliser sa vision, ses buts et ses désirs, pour autant qu'il soit écologique. Ça, on en parle souvent lorsqu'il y a la discussion sur les objectifs. Il y a des gens qui ont parfois des objectifs ou des buts et des désirs qui ne seraient pas écologiques pour eux ou pour leur système. Et donc là, le coach a comme, je dirais, entre guillemets, obligation de faire remarquer à la personne le danger ou le risque potentiel. Le coach suscite des questionnements, donc nous ne donnons jamais de conseils, et j'insiste pour les 52 ou 53% qui n'ont jamais fait de coaching, parce que malheureusement, dans toute la presse, dans tout ce qu'on lit, c'est absolument cacophonique ce qu'on parle du coaching. Et moi, je vois même des gens qui sont ACC qui, sur leur site, marquent des choses telles que les conseils de la semaine du coach. Et ça fait évidemment dresser tous les cheveux sur ma tête, parce qu'un coach ne donne pas de conseils, et c'est vraiment fondamental, parce que dans la posture d'égalité du coach coaché, le conseil amènerait une dépendance. Or, la responsabilité du coaching se trouve chez le coaché. Comme le dit la définition, le questionnement amène le client à la découverte d'eux-mêmes, ce qui hausse leur niveau de perception et la responsabilité de leur action. Donc, il y a une structure d'accompagnement, de soutien, de feedback, etc., qui va permettre d'aller plus vite à l'objectif. Parce que, justement, la façon dont nous allons travailler sur l'augmentation du champ de conscience va permettre à la personne de mieux se connaître, d'aller plus profondément dans une série de choses que nous allons voir bientôt, et puis de prendre les bonnes décisions. Merci. Donc, pas de coaching sans objectif, bien sûr. Alors, souvent en coaching, nous recevons des personnes qui ne sont pas en super forme, quoique, hein, il y a parfois des gens qui viennent pour des coachings de développement et qui ne sont pas, heureusement pour eux, pas en méforme, mais la majorité des coachings, c'est quand même des gens qui ne sont pas bien dans la situation actuelle et ne savent de loin pas toujours où ils veulent aller et comment changer. Et donc souvent au départ, c'est description d'une situation qui ne va pas bien, parfois, un petit peu de plainte et je dirais, de sentiment d'impuissance. Et très rapidement, le coach va l'aider sur, OK, j'ai bien entendu ta situation, c'est quoi ta demande? Et puis amener la personne de la demande aux objectifs. Et les objectifs, s'ils sont bien faits, pour moi, c'est 50% du travail qui est réalisé, parce que amener des gens à savoir de façon extrêmement précise et avec des critères de mesure ce qu'ils veulent, eh bien, la visualisation de l'objectif a déjà été faite. Et si on obtient l'engagement de la personne, c'est-à-dire que cet objectif est exprimé en termes positifs et d'engagement responsable, eh bien, il y a des grosses chances que ce coaching sera réussi. Donc, les critères de réussite et de réalisation des objectifs est quelque chose d'extrêmement important, et le traditionnel SMART dont on parle en business est vraiment insuffisant. Chez nous, nous avons créé 2 anagrammes, Pure and Fair, qui donnent plusieurs autres critères d'objectifs spécifiques. Ne commencez jamais un coaching sans objectif. Et j'insiste là-dessus parce que
nous remarquons qu'il faut un certain temps pour que les personnes en formation comprennent ce que c'est qu'un vrai objectif et qu'ils ne sautent pas sur la première opportunité de commencer un coaching parce qu'ils ont entrevu quelque chose qu'on pourrait améliorer. Donc, c'est vraiment fondamental de prendre du temps et en conscience se dire, est-ce qu'il y a vraiment là un objectif précis qui a été dit par la personne? Est-ce qu'il est exprimé en termes positifs? Est-ce qu'il est spécifique? Est-ce qu'il est mesurable? Etc. Donc, revoyez vos critères des objectifs et soyez vraiment, quand vous coachez, conscient de ce qui se passe. Et on pourrait dire la même chose en business. Beaucoup de gens travaillent avec des objectifs qui ne sont pas assez spécifiques. Et donc, être conscient de quels doivent être les critères pour avoir de bons objectifs est utile, pas simplement en coaching. Donc, on va pouvoir passer au prochain slide. Et donc, c'est un slide que j'ai développé le modèle des 6 regards autocritiques du coach, mais qui est en fait inspiré du schéma du modèle des 7 regards d'Edna Murdoch. Edna Murdoch est une MCC anglaise qui a écrit un livre et qui a fait une formation dont je crois que c'est là que Philippe a fait sa formation et l'une ou l'autre autre personne, formation de superviseur. Et donc, le modèle des 7 regards est un modèle qu'elle enseigne pour des gens qui veulent superviser des coachs. Alors, quels sont les 6 regards qu'un coach peut avoir quand il coach quelqu'un? Le premier, c'est la situation du coaché. La situation du coaché, c'est quoi? C'est est-ce que, donc quand je coach, est-ce que je suis vraiment bien conscient de la situation du coaché? Et lui, est-il conscient vraiment de la situation? Comment me parle-t-il? Comment raconte-t-il l'histoire? Et est-ce qu'il est conscient de son ressenti ou est-ce qu'il l'étouffe ou est-ce qu'il l'exagère? Est-il conscient de son objectif? Est-il conscient de son sentiment de responsabilité par rapport au changement? Un de mes formateurs s'appelle Tim Galloway et c'est un Américain qui a écrit plusieurs livres, The Inner Game of Tennis, The Inner Game of Ski, of Golf et puis of Work. Et donc c'est un ancien professeur de tennis qui était psychologue à l'université d'Harvard et qui a dit, en fait, en tennis, le plus important si on veut gagner, c'est le mental. Et donc, il a développé toute une méthodologie et un des outils du changement est le changement n'est possible qu'à partir du moment où on est conscient qu'on veut changer. Conscient qu'un changement peut être utile, conscient qu'on veut changer. C'est pas la même chose. Et donc, les deux autres parties du triangle sont conscience, puis c'est les options, et puis c'est la confiance. Je ne veux pas vous enseigner ce modèle ici, mais il dit un changement n'est pas possible tant que la personne n'est pas conscient de sa situation et conscient qu'il veut changer et conscient qu'il a des options. Donc, est-ce que le coach est vraiment conscient de la situation du coaché et donc est-ce que le coaché l'est? Deuxième point, ce sont les interventions du coach. En tant que coach, est-ce que je me rends compte et est-ce que je suis conscient de la pertinence des interventions que j'ai avec le coaché? Ce qui va avec un coaché ne va pas nécessairement avec un autre. Et donc ça, c'est une première chose. Quand j'utilise des outils, si j'ai par exemple des grilles de référence, eh bien, il y a des choses qui conviennent mieux, il y a des choses intellectuelles qui conviennent à certains, il y a des choses émotionnelles qui conviennent à d'autres, il y a des choses qui, dans le mouvement, conviennent à d'autres. Est-ce que la façon dont j'interviens en tant que coach est pertinente avec le coaché? Troisième point, est-ce que le coach est conscient de ce qui se passe dans la relation entre le coach et le client?
Est-il en page blanche? Alors, je ne sais pas si on parle de la même chose dans toutes les écoles, mais être en page blanche, c'est être neutre et ne pas avoir son propre agenda. Vous vous rappelez qu'on dit que le coach doit être neutre. C'est pour ça que, petite parenthèse, on ne peut pas être manager-coach, parce que quand on est manager, on n'est pas neutre. Donc le coach doit être neutre par rapport à son client et par rapport à la situation. Et donc, par rapport à ça, est-ce que le coach est vraiment conscient qu'il est neutre, qu'il n'est pas affecté par le sujet qu'amène le coaché et qu'il n'est pas affecté par la notion de transfert ou de contre-transfert? Et c'est pour ça que la supervision est tellement importante en coaching, et on en reparlera tout à l'heure. Quatrième point, l'expérience propre du coach. Est-ce que je peux utiliser des choses de mon expérience à moi qui vont aider le coaché dans sa prise de conscience? Alors, je sais qu'il y a des avis partagés d'une école à l'autre par rapport à ça. Est-ce que je tiens compte de mon expérience? Est-ce que je parle de mon expérience? Est-ce que je donne des exemples? Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons de faire du coaching. En tout cas, personnellement, je ne veux pas parler de moi en coaching. Par contre, si différentes choses que j'ai fait avec mon coaching ne marchent pas, je vais peut-être prendre un exemple de quelque chose que j'ai vécu, qui, je crois, peut l'aider à augmenter son niveau de conscience. En insistant bien pour dire, voilà ce que j'ai vécu, ce n'est pas pour ça que toi, tu dois vivre la même chose. Mais c'est pour montrer que par une introspection rien vécue, j'ai pu approfondir ma connaissance de moi. Donc, je peux utiliser mon expérience propre de coach pour aider le coaché à développer ses objectifs. Le cinquième point, est-ce que nous sommes conscients de processus parallèles? Alors pour ceux qui n'ont fait aucune formation en coaching, le processus parallèle, c'est il se passe la même chose entre le coaché et le coach que ce que le coaché raconte dans sa vie. Je vais prendre un exemple facile. Un coaché vient chez moi avec comme objectif de mieux gérer son temps parce qu'il n'arrive pas dans la vie à gérer son temps. Et il arrive en retard à toutes les sessions ou la majorité des sessions avec moi. Quand je lui donne des objectifs ou des choses à faire entre les sessions, il n'a pas eu le temps de le faire. Donc, deux exemples qu'il a avec moi, il m'amène le même problème que ce qu'il vit dans la vie. C'est ce qu'on appelle le processus parallèle. C'est vraiment quelque chose d'important que le coach doit apprendre à repérer pour pouvoir notamment le confronter, pour permettre à la personne d'apprendre quelque chose de cela. Sixième point, merci, oui. Alors, il y a un petit mot que j'ai oublié dans mon ordinateur, là, c'est le contexte plus large. Donc, j'ai oublié le large. Le contexte plus large, c'est quand je viens en coaching, quand quelqu'un vient en coaching chez moi et qu'il veut se donner des objectifs, il veut parfois se donner des objectifs pour lui sans tenir compte de quels sont les effets positifs ou négatifs s'il fait ça pour son environnement. Donc, nous parlons chez nous, à la Lydic Coaching Academy, nous parlons de coaching systémique. Et donc, nous disons toujours, nous appartenons à plusieurs systèmes. Et bien, donc, c'est d'aider le coaché à prendre conscience de quels sont les différents systèmes professionnels et privés auxquels il appartient, quels sont les effets et les incidences de l'un sur l'autre, et qu'est-ce qu'il est important de vérifier dans un système avant de prendre une décision. Donc, c'est important d'avoir une vue plus large que son petit soi. Voilà les 6 choses déjà sur lesquelles nous pouvons apprendre à développer notre regard autocritique. Et comment allons-nous faire ça?
Alors là, c'est facile, hein, c'est simplement en développant notre vigilance. La maîtrise experte de, oui, Gaëtan, la maîtrise experte de toute discipline est constituée de 20% de dons innés et de 80% de discipline dans la pratique régulière. J'ai eu l'occasion de discuter avec Justine Hénin. Justine Hénin, qui paraît-il avait le plus beau revers féminin du monde, eh bien, c'était pas innée. Elle a passé des heures et des heures et des heures et elle a fait des milliers de revers. Et souvent, Carlos Rodriguez, son coach, l'a fait pester parce qu'elle n'avait pas envie de s'entraîner. Mais la pratique régulière est indispensable. Un pianiste fait des heures de gamme, des heures et des heures et des heures de gamme. Un athlète qui va courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques, ça se court en moins de 10 secondes. Il a passé des milliers d'heures à s'entraîner. Et je pourrais continuer à donner des exemples. Dans tous les métiers du monde, on ne devient pas un expert sans discipline et sans pratique régulière. Et cette pratique régulière, si on remonte au Moyen Âge, eh bien, il y avait les corporations, et il y avait les gildes, et donc il y avait d'abord, ben, évidemment, les gens qui n'en faisaient pas partie, et puis il y a des gens qui toquaient à la porte, qui rentraient et qui commençaient à faire leur stage, et au bout d'un moment, ils devenaient des apprentis. Et puis, pendant quelques temps, ils sont apprentis. Et puis un jour, leur maître leur dit, écoute, voilà, ben, on t'adoube, tu es maintenant un compagnon. Tu n'es plus un apprenti, tu es reconnu. En coaching, on appellerait ça, tu es PCC. L'ACC, c'est l'apprenti. On apprend à être praticien. Le PCC, praticien, on est reconnu comme professionnel. Et puis, le troisième niveau, eh bien, on devient maître. Et pour moi, après, il y a encore un niveau qui est on devient enseignant. Et donc, cette pratique, eh bien, elle se fait pendant des années et je suis vraiment parfois étonné de l'impatience qu'ont des gens passionnés qui veulent, au bout de, au bout de 3 mois ou 4 mois de formation, faire aussi bien une démonstration de coaching que ne leur fait leur professeur qui a plusieurs années d'expérience. Donc, ayons la conscience et donnons-nous le temps qu'on a besoin d'énormément de pratique avant d'arriver à devenir un expert. Pratiquer régulièrement non seulement la technique, mais aussi une forme de méditation, une forme de concentration, une forme de relaxation. Alors, on confond souvent méditation avec concentration et relaxation. On ne médite pas pour se concentrer, se relaxer. La méditation va beaucoup plus loin. La méditation est vraiment une technique qu'on va pouvoir utiliser. C'est plus qu'une technique, c'est une technique et c'est un art et une discipline qui va nous permettre d'avoir un regard intérieur sur nous-mêmes pour apprendre de nous-mêmes et avoir un autre regard et nous reconstruire autrement. Et donc, ce n'est pas indispensable de faire ça en coaching, mais si vous le faites, c'est évidemment d'un grand apport. Et comme je vous le disais, si vous avez envie de progresser en tant qu'être humain, je ne peux que vous inviter à suivre le programme de 8 semaines proposé par différents organismes de pleine conscience. Pratiquer le regard autocritique bienveillant et constructif. Gaëtan, tu peux continuer, voilà, et tu peux continuer le suivant. Merci. Donc, c'est être bienveillant et constructif, non seulement pour nos coachés, parce que bon, comment voulez-vous coacher une personne si vous n'êtes pas bienveillante et constructive avec elle, mais c'est aussi vis-à-vis de vous. Et donc, en supervision, moi je le dis souvent, quand mes coachés viennent se faire superviser, notamment pour préparer leur examen, c'est on apprend de ses erreurs. Et les erreurs, bien sûr que ce sont des erreurs, mais c'est avant tout une expérience. Parce que beaucoup dans la vie,
j'ai plus appris de mes erreurs que de mes succès. Donc, j'apprends de mes succès, mais les erreurs sont vraiment des expériences intéressantes. Et donc, voyez de façon constructive ce que vous avez appris. Et accepter donc le feedback dans le feedback des autres. Il y a un feedback de ce qu'on a bien fait, il y a aussi un feedback de ce qu'on peut améliorer. C'est normal dans le courant du développement de notre apprentissage. Si vous êtes superviseur ou formateur, c'est d'être extrêmement bienveillant. Quand vous donnez un feedback avec les gens, je crois que le rôle des formateurs, le rôle des superviseurs est de ne rien laisser au hasard, de ne pas laisser les fautes qui se pratiquent sans feedback, mais il y a vraiment une façon de donner le feedback qui est bienveillant et constructif. Point suivant. En tant que coach, observez votre client, mais observez-le avec progrès, avec attention et écoutez ses progrès. Ou non. Et s'il ne progresse pas, c'est important de lui dire. Et peut-être de lui dire, en posant la question, est-ce que tu trouves que tu progresses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as besoin? Écoutez ces feedbacks, parce que peut-être que la façon dont vous vous y prenez n'est pas bonne pour lui. Et puis, peut-être que vous n'êtes non plus pas le bon coach pour cette personne-là, même si vous êtes bien. Peut-être qu'il a besoin d'un autre type de coach. Mais l'observation de votre client est importante. Pourquoi? Parce que, et les praticiens le savent, le verbal et le non-verbal ne sont pas toujours cohérents. Et c'est extrêmement important si vous arrivez à observer ce que la personne montre et ce que la personne dit, et de voir s'il y a cohérence entre les deux ou non. Et s'il n'y a pas cohérence entre les deux, c'est de le faire remarquer, parce que ça va être une source d'apprentissage pour votre coaching. Et dernier point, faites-vous superviser régulièrement par un expert qui vous accompagne, parce qu'il va vous donner un autre regard. Et pour pouvoir progresser ensemble pendant un certain temps. Je ne vous cache pas qu'à l'école, nous donnons comme conseil à nos élèves de, pendant 1 an ou 2, rester se faire superviser par un de nos 5 professeurs. Il y a donc 4 PCC chez nous et un MCC. Pourquoi? Parce que nous avons appris, on leur a enseigné une philosophie et des outils sur lesquels on va pouvoir donner un feedback, et un superviseur extérieur n'a peut-être pas ces outils-là. Par contre, assez rapidement, c'est intéressant de voir d'autres superviseurs parce que l'objectif est de progresser. Alors moi qui étais sportif, je dis toujours, je continue à garder mon entraîneur tant qu'il me fait progresser. S'il ne me fait plus progresser, je change d'entraîneur. Eh bien, c'est la même chose en supervision. C'est amusant, moi, mon premier superviseur en analyse transactionnelle d'il y a 40 ans, eh bien, non seulement je me fais encore parfois superviser par lui maintenant, mais il vient de rejoindre notre équipe et nous allons lancer un programme de supervision ensemble. Je continue à me faire superviser régulièrement. Ce ne sont plus des séances d'1 heure, parce que j'apprends assez vite de mes erreurs souvent, peut-être pas toujours, mais souvent. Et parfois, les supervisions ne sont que des supervisions d'1 quart d'heure, 20 minutes, parce que l'objectif d'une supervision est de faire justement prendre conscience de ce qui s'est passé pour améliorer. C'est pour ça que je conseille toujours, pour les praticiens ici, d'enregistrer les séances que vous faites pour les présenter à votre superviseur, parce que comme cela, le superviseur peut donner un autre regard sur ce qui s'est passé. Si en supervision, vous ne faites que parler de ce qui s'est passé, il est probable que le superviseur n'a pas des informations extrêmement intéressantes qui auraient pu vous enrichir. Voilà, différentes façons de développer votre vigilance qui vont augmenter votre champ de conscience. J'ai tout juste dépassé les 3 quarts d'heure, donc je vais m'arrêter là pour écouter vos questions que je crois Gaëtan va me donner. Voilà, Pierre-Jean, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux que je passe, si tu as une diapo après ça pour laisser visible.
Tu dis? Est-ce que je dois passer à la diapo suivante pour laisser ça visible Oui, ou oui, bien sûr. ouais. Voilà, ah bah voilà. J'avoue que comme je connais pas par cœur les diapos, j'ai dû vérifier avec toi pour ce qu'il en Oui, était. tout à fait, merci. Alors, il va y avoir certainement des questions qui vont arriver. Je vous encourage à venir poser des questions. De préférence, poser des questions et pas l'idée est plus orientée question que commentaire. Donc, ça va beaucoup plus enrichir la conversation. Si vous le souhaitez, Pierre-Jean, je peux aussi donner la parole. Si quelqu'un lève la main, je pourrais lui donner la parole pour qu'il pose la question en live. Oui, Si je vois ça arriver, je ferai signe. Et en attendant que d'autres questions arrivent, alors la première question qui est arrivée pendant cette présentation, elle nous vient de Pierre qui nous demande qu'est-ce que l'être? oh là là, oh là là, là là là. On est Help. reparti pour une demi-heure. Non, je dirais help. Alors, qu'est-ce que l'être? Euh, Bon, moi je dirais que, en tout cas, pour moi, euh, je suis dans mon être quand je suis simplement comme je suis, dans le moment présent, et je n'ai pas besoin de savoir ce que je suis, ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'avoir conscience de ce qui se passe euh, à l'extérieur. Pour moi, l'être, c'est simplement, je dirais, la façon dont moi, je ne suis pas professeur de l'être, hein, mais pour moi, c'est la conscience que j'ai d'être là et la conscience, pour moi, de ma respiration. En fait, c'est je respire, je suis là et je n'ai pas besoin de mettre des mots et je n'ai pas besoin euh, oui, ni de jugement, ni de pensée. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec mes émotions. Je suis là. Euh, j'ai eu un maître spirituel hindou qui me disait So am. Et So am, c'est je suis. Et je suis, c'est tout, c'est je suis. Et je n'ai pas besoin de mettre des mots et des explications. Alors, je suis à peu près certain qu'il y a plein de personnes et plein d'écoles qui vont vous faire qui vont vous donner des explications beaucoup plus sophistiquées, qui peuvent être très bien. Moi, c'est ma réponse très modeste à ce que Pierre demande. Merci Pierre-Jean. Je vais donner la parole à Soad qui a fait signe. Oh, qui a fait signe disant que donc qui a levé la main. Donc je vais juste la retrouver dans la liste. Soad, j'espère que vous êtes d'accord pour prendre la parole. Et si c'est le cas, on va vous entendre maintenant. Bonsoir, merci de me donner la parole. Bonsoir Pierre-Jean, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est la séance que je connais. Oui, c'est moi. C'est moi. Bonsoir Pierre-Jean. J'aurais aimé, parce que j'ai eu une coupure de connexion, est-ce qu'il est possible de me résumer le processus parallèle parce que j'ai rien noté là-dessus et je voulais savoir si tu pouvais en gros me redonner des explications, s'il te plaît. Alors, je vais faire en vitesse, et puis comme tu me Merci. connais, si tu as besoin, tu me rappelleras, hein. Mais donc, D'accord. l'exemple que je donnais, c'est la personne qui vient en coaching chez moi pour une meilleure gestion du temps et qui arrive en retard à séance de coaching chez moi, ou qui ne fait pas les devoirs qu'il a entre deux séances parce qu'il n'a pas eu le temps. Et donc, en fait, dans notre rapport coach-coaché, il vit le même processus que ce qu'il vit et pour lequel il vient en coaching. C'est clair pour toi?
Alors, j'ai coupé le micro de Swan parce qu'il y avait un petit écho. Je la laisse nous mettre dans le chat, dans les questions, sa réaction. Et en attendant, je te transmets une autre question que j'ai vue apparaître de Alicia, qui te remercie et qui trouve la présentation très intéressante. Mais là, il y a une question, effectivement. Que conseillez-vous comme méditation ou formation de pleine conscience pour des coachs? Alors, en fait, généralement, je ne conseille pas parce que qui suis-je pour conseiller? Donc, en général, je donne plusieurs noms quand j'en connais plusieurs et il faut un petit peu faire son expérience. Alors, la pleine conscience, je sais que l'école Émergence fait un travail superbe et que je connais bien Ilios Kotsou pour dire que c'est vraiment une magnifique personne. Je ne sais pas s'il donne encore le programme lui-même, mais il a formé plusieurs formateurs qui font du très beau boulot et je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Moi, j'ai fait le processus complètement autrement et pas en Belgique. Donc, je l'ai fait online et avec quelqu'un de l'étranger. C'est bien et en même temps, je crois que c'est plus chouette de le faire en, en présentiel quand on pourra le faire. Mais si on ne peut pas le faire, ben c'est mieux de faire online que de ne pas le faire. Ça, c'est pour la pleine conscience. Et si on fait ce processus de pleine conscience, donc en 8 semaines, je peux vous assurer que si vous le faites bien, vous êtes transformé. Et j'ai pas de, je n'ai pas d'intérêt dans la société Lilios Kotsou, hein, donc je dis ça de façon désintéressée. Et alors, vous n'aurez pas besoin de faire de la méditation. Par contre, la méditation, moi, j'ai commencé à méditer il y a 30, 32 ans. Je le sais bien parce que ma fille a 31 ans et c'est un an avant la naissance de ma plus jeune que j'ai rencontré un maître spirituel hindou et que nous avons, ma femme et moi, décidé d'aller en ashram et on a suivi, je dirais, une philosophie, je dirais, non religieuse et non politique qui nous amenait à travailler sur les textes du shivaïsme du Cachemire qui nous permettaient à apprendre à vraiment intégrer ce qui se passait et à apprendre à ressentir nos émotions, à ressentir ce qui se passait dans notre corps. Et moi qui suis assez raide dans mes muscles, eh bien, je peux vous assurer que ça m'a fait mal, mais ça m'a appris des choses. Et donc, au niveau technique, j'ai bien aimé, moi, les livres et les conseils d'Arnaud Desjardins, qui a écrit notamment un livre de guide d'apprentissage aux techniques de la méditation. Mais ça déborde d'écoles et de techniques. Et peut-être que vous pouvez commencer simplement à respirer ça, comme en prenant conscience de l'inspire et de l'expire et de pratiquer pendant quelques minutes. On dit qu'il vaut bien mieux méditer plusieurs fois, 2 ou 3 fois par jour, 5 minutes, que de faire 1 heure toutes les semaines. Donc c'est comme la pratique du piano, de toute technique, c'est la régularité de la pratique qui va faire que les choses vont rentrer. Il ne faut pas faire des longues techniques, vous n'allez pas devenir un moine tibétain, enfin quoique, mais il n'y a pas besoin de cela. Et donc, si vous connaissez des gens qui méditent, demandez-leur ce qu'ils font, où ils le font, où ils l'ont appris. Et à la limite, si vous voulez m'appeler, me téléphoner ou m'écrire, je veux bien vous dire des choses que j'ai fait à gauche et à droite, et qui sont peut-être plus personnelles et que je ne vais pas citer ici devant un long public qui n'est peut-être pas intéressé par cette réponse. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Alors, gardez vos mains levées, c'est très bien. Je peux respecter l'ordre dans lequel vous arrivez. Il y a un petit moment où Guillaume avait demandé la parole, donc je vais lui donner la parole à l'instant.
Voilà, Guillaume, normalement, on vous entend. Guillaume, vous êtes toujours là? Ou pas, peut-être que Guillaume reviendra. J'alternerai un peu entre questions par voix orale et questions écrites. Il y a de plus en plus de questions qui arrivent, bien sûr. Et voilà, ici, en voici une de Vincent. Comment introduis-tu et utilises-tu la méditation dans tes séances de coaching? Alors, je vais faire deux choses, je vais dire deux choses, je vais répondre à ça, mais je voudrais aussi vous dire que dans toutes les formations que nous donnons à la LCA, à partir du deuxième jour, nous commençons toutes les journées, nous les commençons par 3-4 minutes de méditation. Pourquoi? Parce que c'est important, un, de se recentrer et deux, d'avoir une expérience détendue et probablement heureuse pour commencer la journée. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau de mes coachings, alors, je ne le fais pas toujours, ça dépend des clients et de leurs besoins. Quand est-ce que je le fais, même pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué? Et donc, vous devez vous douter que je le fais quand même régulièrement. C'est quand les gens arrivent stressés à la séance de coaching. Ils ont eu du trafic sur la route, ils ont été énervés, ils n'ont pas fini ceci et ça. Ils commencent par me dire, bon, ben, je suis venu, mais c'était vraiment pas le meilleur moment, c'est pas le jour. Et donc, je crois que c'est vraiment important à ce moment-là d'aider la personne à se recentrer. Donc, je n'appelle pas ça une vraie séance de méditation, mais c'est un recentrage avec un début de méditation parce que j'aime bien demander à la personne de se concentrer à fond uniquement sur son souffle. Et si jamais il ne veut pas, mais ça ne m'est jamais arrivé, je lui demanderai de se concentrer sur autre chose. Et l'objectif de se concentrer sur la respiration et l'expiration, c'est de calmer l'esprit, c'est de ne pas penser, c'est de ne pas juger. C'est d'être focalisé, concentré sur ce qui se passe au niveau de notre sensation. Comme cette sensation est neutre, eh bien, en fait, la négativité de ce qui se passe à l'extérieur va disparaître. Donc ça, et je commence normalement les sessions pour ça, sauf si ce n'est vraiment pas nécessaire, parce que la personne, elle est cool, elle est détendue. Voilà, donc ça dépend. Et parfois, ça va m'arriver de le faire en cours de session parce que la personne est vraiment trop agitée. Et donc, quand une personne est agitée, je crois que le mieux à faire, c'est de changer la respiration. Et c'est en tout cas pas de la faire réfléchir. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question j'ai Christine qui a levé la main. Elle a posé aussi une question dans les questions par écrit. Christine, est-ce Oui. que on vous entend? Bonsoir. Bonsoir, merci, c'était vraiment passionnant. Je suis une pratiquante de méditation bouddhiste, donc ça me parle très très fortement. Donc ma question, elle va être beaucoup plus technique. Je suis en formation à l'heure actuelle sur le module 1, donc du coaching, donc les bases. Et vous disiez donc pour le fait de se faire superviser, d'enregistrer une séance avec un coaché, a-t-on le droit par rapport à la confidentialité? Est-ce que ça ne pose pas de problème? Voilà. Et c'est chez nous que tu es en formation? Non, je suis à Paris, je vous parle depuis Paris. Non, mais je pose la question parce qu'en fait, le premier module du niveau 2 chez nous, on prend énormément de temps pour expliquer ce processus-là. Pourquoi? Parce que tant qu'on est en niveau 1 chez nous, nous ne permettons pas de coacher
en dehors des exercices de groupe de pairs et des exercices que les gens font entre eux, parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas encore eu toutes les compétences, nous leur disons, vous n'allez pas commencer à jouer au tennis si vous ne connaissez pas tous les mouvements du tennis. Donc, vous ne commencez pas à coacher sans connaître toutes les compétences. À la fin du niveau 1, nous disons maintenant, vous pouvez commencer à coacher. Attention, si vous vous faites coacher, il est indispensable de vous faire superviser. Et donc, je réponds maintenant à ta question qui est, est-ce que nous pouvons faire ça? Oui, mais il faut l'accord du coaché, évidemment. Alors, j'ai maintenant, je dirais, près de 35 ans d'expérience de coaching individuel. Jamais je n'ai eu une personne qui a refusé. Pourquoi? Parce que tout dépend de la façon dont on le propose. Et la façon dont moi je le propose, c'est, je le proposais, parce que j'ai un peu évolué dans ma carrière, mais je disais, je suis jeune coach en formation. Et cette formation va être certifiante, et pour pouvoir être certifié, eh bien, j'ai besoin de me faire superviser. Et la seule façon de me faire superviser, c'est de pouvoir enregistrer mes séances, et puis je montre à mon superviseur ce qui s'est passé, et je tire les leçons. Et mon superviseur ne connaîtra jamais votre nom, et il est là avec, toute sa bienveillance, parce que c'est moi qui veux le faire progresser. On ne parle pas du coaché, là on parle de moi coach, et tout cela est fait évidemment dans le respect de toute la déontologie. Donc, je crois que oui, je crois pas, oui, nous avons le droit, et il faut demander la personne, et en l'expliquant bien, on a l'accord. Super, merci beaucoup. Et j'avais également, j'ai pas pu noter le nom de la personne qui a, concernant les 6 regards, est-ce que c'est Murdoch? Murdoch, oui, Edna Murdoch, et l'école s'appelle CSA à Londres, c'est Coaching Supervising Association. D'accord, bah c'est super. Je vais regarder votre école pour les autres niveaux. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Christine. J'en profite pour vous dire que tous les participants qui sont là en live ce soir recevront après, dans le courant de cette semaine, un email pour savoir comment ils pourront télécharger leur CCU. Et dans cet email, ils auront aussi une copie des slides qui ont été présentés. Donc, notamment, Edna Murdoch est mentionnée dans les slides, et vous trouverez l'orthographe exacte de cette personne. Donc, je vais continuer avec les questions qui nous sont arrivées. Alors, ici, on a Dimitra. Quel conseil donnes-tu à tes coachs en cours de niveau 2 et qui se lancent dans ce métier aujourd'hui, mais qui sont dans les contraintes du Covid? Nos coachés, nous allons les rencontrer via un écran, Zoom, etc. Est-ce que tu peux être plus précise dans ta question, parce que c'est extrêmement vaste? Des conseils sur quoi? Ah, voilà, Dimitra va nous expliquer directement. Je vais lui donner la parole. Oui, merci. Bonsoir Dimitra. Bonsoir Gaëtan, Pierre-Jean, j'espère que vous m'entendez. Oui. Bonsoir Dimitra. Bienvenue. Oui, merci. En fait, la question, je l'avais par rapport à la présentation elle-même, par rapport aux 6 regards que tu nous demandes, enfin que nous sommes censés développer et être au taquet, en fait, en continu. Et je me dis qu'en fait, notre mission est d'autant plus difficile, étant de jeunes, entre parenthèses, coach sur le marché, et de se dire qu'en fait, nos premiers entretiens avec nos futurs coachés se feront uniquement par écran. Or, vraiment avoir les aspects de perception du corps qui parle, du visage qui parle, nous perdons énormément d'éléments face à cette caméra finalement. Et eux aussi par rapport à nous, par rapport à notre présence, au lien de présence que l'on peut développer avec eux. Donc, je me disais qu'en fait, nous sommes dans une société de transformation, certainement, et comment en fait nous adaptons à tout cela, et comment est-ce qu'on peut encore en fait se dire qu'on va devoir développer nos méthodes, nos outils, nos compétences d'autant plus parce que justement nous ne sommes plus dans un vrai face-à-face avec nos clients. J'adore ta question.
Et, je vais donc répondre de deux façons. D'abord, je voudrais te confirmer que j'avais les mêmes croyances que toi. Et donc, quand on parle de croyances, on parle de peur. Et donc, j'avais moi aussi des peurs que ça n'irait pas, que le présentiel est absolument indispensable. D'autant plus que je suis quelqu'un de relationnel et que j'aime, je dirais, la proximité et que je sens les énergies. Et donc, je me dis, bon, ben, il n'y a rien de mieux que de pouvoir être seul dans une pièce. Et ben, la réalité m'a prouvé que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où ben, de plus en plus de gens ont demandé d'être coachés à distance. Et ben, pour les raisons que tu connais. Et donc, j'ai eu assez peur au départ et j'ai observé et je dirais, je tire deux conclusions. Je vais d'abord partir dans le côté qui est le tien, qui est on perd des choses. Oui, on perd un petit peu. Et je crois qu'on ne perd pas autant qu'on ne croit, dans le sens où la partie la plus expressive quand même de la personne, c'est le visage. Et donc le visage, on l'a encore mieux que dans la réalité parce qu'on est vraiment collé à côté. Donc on voit vraiment bien ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. Et deux, le haut du corps, on le voit assez bien. Et maintenant, j'ai développé une chose qui est que si j'ai besoin, je demande à la personne de se mettre assise ou debout avec la caméra pour que je vois plus que si elle est simplement assise normalement. Et donc, il faut simplement oser le demander. Et donc, je fais des exercices. Je suis désolé pour ceux qui n'ont jamais fait de coaching, mais je fais des exercices de position perceptuelle, je fais des exercices de mobilité, etc., où je demande à la personne de bouger et où j'ai plein d'informations. Donc, c'est possible de faire ça à distance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, je me rends compte que ma concentration est parfois encore meilleure à distance parce que je suis focalisé sur un écran et comme je me focalise là-dessus, ben, je ne suis absolument pas dérangé par tout ce qui se passe autour. Donc moi, j'ai un chouette environnement et, où je coach et notamment où j'ai un jardin qui est chouette, où il y a de temps en temps des choses qui se passent. Eh bien, s'il y a quelque chose qui se passe dans le jardin, mon regard pourrait être distrait. Ici, il n'est pas. Il ne peut pas être distrait. Et donc, j'ai vraiment une croyance complètement différente de ce que j'avais avant, à tel point que, avec le Covid, l'école, l'académie a dû se faire un gros stretching dans le sens où nous avons toujours dit nous enseignons le coaching en présentiel. Et les écoles qui font ça à distance, ben, fatalement, c'est moins bien. C'était notre croyance à tous. Et donc, nous avons l'année passée, donc cette année-ci, au début de l'année, dû postposer des cours, puisque Covid aidant, nous n'avons plus pu faire de présentiel et on a dit à nos élèves, nous suspendons les cours pendant 2 ou 3 mois. Et puis, on a redémarré, et à peine redémarré, mais on réarrête. Et donc là, nous nous sommes dit, bon, faut vraiment qu'on bouge ici. Et nous avons passé des heures en tant qu'équipe à retravailler les cours, à les distribuer autrement, à faire le même cours, mais présenté autrement et découpé autrement. Et on est vraiment étonné que même les gens qui étaient réticents sont extrêmement contents. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne préfèrent pas le présentiel. Est-ce que ça répond? Oui, si on m'entend? Oui, Oui. Dimitra, Oui, vous m'entendez? Oui, oui, tu réponds à mes questionnements, à mes peurs en fait aussi. C'est ça. Et j'ai certainement des croyances encore qui restent ancrées. Et, mais voilà, c'est un travail, je pense, que nous devons faire de toute façon parce qu'on n'a plus le choix. Ben oui, c'est ça. Alors, il va falloir se lancer
Le monde est en changement perpétuel. Hein. Il y a des philosophes grecs, Héraclite, qui le disaient avant Jésus-Christ. Pas de pareil, tout coule, tout change. Et donc, nous sommes obligés de revoir nos pratiques en fonction de ce qui est permis ou de ce qui ne l'est pas. Et nous préférerions faire certaines choses en présentiel. Et si la loi ne nous le permet pas, eh bien, nous sommes bien obligés de changer. Ce n'est pas nous qui décidons de changer, mais nous devons nous adapter et c'est stretchant. Et donc, pour moi, il ne faut pas oublier que je vais avoir 75 ans le mois prochain et je ne suis pas particulièrement quelqu'un d'exceptionnellement doué en technique et informatique. Et donc, si on m'avait dit il y a 15 ans ou 20 ans que je ferais du coaching ou de la formation à distance, j'aurais rigolé au nez en disant jamais. Jamais, c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention avant de le dire. Donc, tu es en formation quelque part? Oui, chez toi, niveau 2. Tu es qui? Dimitra, Ah, Dimitra. Ah oui, tu es Dimitra du niveau 2. Ah ben écoute, c'est magnifique on a alors. cours demain. Et voilà, tu as cours avec Eliane demain et après-demain. C'est le niveau demain intellectuel. C'est intellectuel ou la présence? En fait, on a inversé finalement. La présence a été Tu as reportée. déjà Donc, eu les croyances. oui, Voilà. Eh bien, je te propose de continuer en groupe de pairs à réappliquer ce que tu as appris. Donc, tu as appris 6 ou 7 techniques différentes pour tout à changer fait. les croyances. Et donc, la peur est toujours une croyance. Parce que la peur, on a peur que quelque chose arrive. Or, comme elle n'est pas encore arrivée, c'est je crois que je vais arriver, que ça va arriver. Moi, j'ai eu peur pendant 3 jours de contrôle routier parce que je suis parti en Espagne et je me suis dit pourvu que je n'ai pas de contrôle routier parce que je vais devoir faire des tests de Covid, etc. Et j'ai roulé avec un petit peu de peur sur toute la route. Et puis je suis arrivé, eh bien, il n'y a pas eu de contrôle. Et la vie, elle est souvent comme ça. On a peur de choses. Donc, utilise différentes techniques que tu as apprises pour travailler sur mais quelles sont les peurs que tu as par rapport à utiliser l'Internet et quelles sont les croyances limitantes que tu as. Tout en sachant qu'il y a bien entendu certaines choses qu'il y a en moins. Et puis, bon, sans faire la publicité, tu sais aussi que tu as droit à des séances de mentor coaching dans ta formation. Tu peux en parler avec Anouchka. Je te remercie. Merci, Oui. Pierre-Jean. Oui, j'avais commencé à parler, mais j'avais mon micro qui était. Je t'avais pas entendu. Merci Dimitra. Je vais passer à la question suivante et c'est une question qu'on a reçue par écrit. Ça nous change un peu de registre. Ma société a décidé, c'est Marc qui nous écrit. Ma société a décidé de rajouter une capacité de coaching au manager, donnant ainsi une nouvelle dimension au leadership. Comment scinder le coaching métier du coaching sur l'être? Est-ce faisable en entreprise? Super sujet. Alors, je voudrais d'abord donner un point de vue par rapport à ça. Et ce point de vue est basé sur ce que dit ICF par rapport au fait qu'un coach, pour coacher quelqu'un, doit être en position neutre, neutre par rapport à la personne, neutre par rapport au sujet, pour ne pas se faire embarquer dans des stratégies, dans des jeux de pouvoir, dans des jeux d'influence ou simplement dans des transferts contre transferts. Donc c'est vraiment important la neutralité. Donc je m'excuse pour ceux qui le font, mais la notion de manager coach est pour moi une aberration. C'est une aberration et qui donne une terriblement mauvaise idée de ce qu'est le coaching. Comment voulez-vous qu'un manager coach son adjoint de façon neutre? La première priorité du manager est toujours que son coaché ait atteint les résultats de l'entreprise. Donc, il n'est pas neutre. Ceci étant dit, oui, je crois que le coaching a énormément à apporter aux managers et aux leaders.
Et donc, comment? Ce que nous faisons quand nous travaillons avec des entreprises, c'est de proposer des programmes, attitudes, outils et techniques de coaching pour managers et pour leaders. On va leur enseigner des outils et des techniques et on va leur donner ce qu'est l'attitude coach. En leur disant bien, quand vous êtes manager ou leader d'une équipe, hein, le manager étant plus axé sur les processus, gestion, etc., le leader étant plus axé sur la relation humaine et le développement des personnes, quand on est dans notre rôle de manager et de leader, eh bien, nous avons un certain type d'attitude. Nous ne sommes pas en parité. C'est de l'illusion de croire qu'on est en parité, un patron et un adjoint. Une des plus grandes difficultés dans les entreprises, c'est la relation hiérarchique. C'est difficile d'être authentique dans la relation hiérarchique. Comment voulez-vous faire un vrai coaching si vous n'êtes pas authentique? Donc, je crois que les managers peuvent vraiment faire un très bon travail de coaching sur tout ce qui est comportement lié à l'environnement pour autant que les valeurs de la personne correspondent à celles de l'entreprise. Il peut également faire un travail au niveau des capacités, mais dès que nous allons parler de croyances, de valeurs et je dirais de l'identité des rôles et de la mission de la personne, comment voulez-vous que quelqu'un qui ne soit plus tout à fait en accord avec les valeurs de l'entreprise puisse se faire coacher par son patron? Donc il y a vraiment des limites et je crois que les limites sont le manager et le leader doivent vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle les niveaux, les 3 niveaux inférieurs de la pyramide de Dilts. Si vous ne savez pas ce que c'est, lisez les livres de Robert Dilts et vous pouvez aussi voir la conférence que j'ai donnée pour ICF il y a 3 ans, je crois à peu près, les questions fortes qui posent du sens. Cette vidéo est sur le site de ICF et je l'explique bien. Donc les 3 niveaux inférieurs, c'est vraiment tout à fait chouette pour que les managers et leaders travaillent dessus. Au-dessus, ça devient trop personnel et on risque de basculer du champ professionnel au champ personnel que pour moi, un manager et un leader ne peut pas coacher pour un de leurs adjoints. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez un complément de questions par rapport à ça? Merci beaucoup. J'attends de voir s'il y a une réaction de Marc là-dessus. En tout cas, je vais en profiter pour tout doucement clôturer. Voilà, je reviens à l'image. Bonsoir à tous. Voilà, d'abord, je voudrais remercier tout le monde, toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. On a été très nombreux ce soir pour une conférence d'ICF Belgium, donc je vous remercie. On a entendu des gens de Paris, à mon avis, de plein d'endroits différents aussi, en plus que la Belgique. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir. Je voudrais te remercier, Pierre-Jean, pour cette conférence extrêmement intéressante et j'étais ravie de voir qu'on a pu la rendre plus vivante avec les questions-réponses et des questions orales. Je pense que c'est un grand plus. Oui. Je voudrais remercier aussi Philippe Declercq, Sandrine Hendricks, Pascal Obdebeek pour m'avoir soutenu pour préparer cette conférence parce que ces conférences, c'est le travail de toute une équipe. Sandrine et Pascal sont celles qui s'occupent de l'organisation des événements tous les mois. Donc voilà, je tenais à leur faire hommage. Un petit coucou ce soir. Elles étaient là dans le Zoom avant et elles étaient là ce soir pour la conférence aussi. Les filles, vous êtes top. C'est vraiment génial de travailler avec vous. Je regarde, oui, Marc répond merci beaucoup, c'est très clair. Donc voilà, on a la confirmation que c'était une réponse claire pour Marc. Je vous invite, si vous avez plus, il y avait encore des questions, donc on ne sait pas y répondre à tout, mais si vous avez une question brûlante, n'hésitez pas à prendre contact avec Pierre-Jean. Comme je le disais tout à l'heure, dans les jours qui viennent, vous allez recevoir un mail vous expliquant comment télécharger vos CCU. Là-dedans, vous aurez aussi les slides
et donc les moyens pour communiquer avec Jean, puisque comme vous le voyez sur le dernier slide, vous savez retrouver sa société sur le site web et de là des infos de contact. Donc voilà, encore une fois, merci à tous. Pierre-Jean, quel serait ton mot de la fin? Alors, un, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Et deux, on vit des moments difficiles. Et ces moments difficiles, il est vraiment important d'apprendre à vivre en conscience. De vivre en conscience que même si nous souffrons, peut-être que d'autres souffrent encore plus que nous. Moi, je viens de perdre 2 amis du Covid. Eh bien, malgré les problèmes que j'ai, et j'ai eu un solide Covid, eh bien, je me dis que vraiment, j'ai été épargné par les choses parce que mais je suis toujours là. Et vous allez me dire, ça n'aide pas, mais si, ça aide. Je crois que c'est important de relativiser, de voir ce qu'il y a et, je dirais, d'avoir une attitude, qui est une attitude de, comme dirait, comment s'appelle-t-elle encore, le nom m'échappe, qui est Byron Katie, qui a écrit le livre Aimer ce qui est. Aimer ce qui est, c'est apprendre à accepter la réalité telle qu'elle est, parce que de toute façon, on ne la changera pas. Et que la réalité telle qu'elle est, elle a quelque chose à nous apprendre. Et si elle nous titille, eh bien, c'est d'aller voir qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ce qui se passe pour le moment et qui va me faire grandir. Alors voilà ce que je vous souhaite pour l'année prochaine. Merci beaucoup Pierre-Jean, c'est magnifique. Merci. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année et un bon début en 2021. Et j'espère tous vous revoir bientôt en 2021. Au revoir. Au revoir et merci. Merci aussi.